D'ici quelques années, vous pourriez habiter sur la Lune. La NASA a décidé d'y retourner avant 2030, et cette fois-ci, on ne parle pas de simple exploration. Pourquoi pas avoir des familles qui s'installeraient, des humains qui naîtraient sur la Lune, hein. Le spatial s'ouvre un nouveau chapitre, et tout le monde s'y met. États-Unis, Chine, Europe et même grandes entreprises, chacun veut sa part du gâteau. Pourtant, il y a 50 ans, après avoir posé les pieds sur la Lune, plus personne ne voulait y aller. Alors on va essayer de comprendre pourquoi, soudainement, tout le monde semble viser la Lune. Pourquoi on a attendu si longtemps pour y retourner, et pourquoi, cette fois-ci, ce n'est qu'une simple étape vers la conquête du système solaire. Si l'espace nous a toujours fascinés, une contrainte nous a longtemps empêchés d'y aller. La Terre nous retient physiquement. Elle exerce une force qui nous attire vers elle et nous empêche de flotter dans le vide. C'est la gravité. Pour y échapper complètement, il faut aller très vite, genre 40 000 km/h, 11 fois la vitesse du meilleur avion de chasse. Ça demande un bon gros coup de boost, et donc beaucoup de carburant. Sauf qu'au plus on rajoute du carburant, au plus la fusée pèse lourd. Donc au plus on a besoin de carburant pour la propulser, et ainsi de suite. Ce paradoxe a été théorisé en 1903 par Konstantin Tsiolkovsky. On va éviter de rentrer dans les détails, mais en gros, il faut dégager assez d'énergie sans peser trop lourd. Bon, on a fini par arriver à sortir de l'orbite terrestre, mais une telle prouesse n'est pas arrivée toute seule. Il a fallu avoir les moyens techniques, financiers, et surtout, beaucoup de motivation. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que tout commence. À cause des conflits, le monde fait un véritable saut technologique. Et c'est une invention de l'Allemagne nazie qui va tout changer. Les premiers missiles, les V2. Ils sont capables de frapper l'ennemi à une distance folle, et même de quitter l'atmosphère. Alors une fois la guerre terminée, les Alliés ne vont pas hésiter à récupérer les recherches, et à tout copier. Les États-Unis vont aller jusqu'à recruter l'inventeur des V2, Wernher von Braun. Ils se lancent dans une course spatiale contre leur plus grand rival, l'URSS, et très vite, la ligne d'arrivée se dessine. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Mais quitter la Terre, c'est compliqué. Il faut résoudre l'équation de Tsiolkovsky pour quitter l'orbite sans peser trop lourd et revenir. Pour y parvenir, les États-Unis iront jusqu'à investir 4,4% de tout leur budget dans la NASA. Le 20 juillet 1969, la tension est à son comble. Un module américain foule le sol lunaire. À son bord, Neil Armstrong s'apprête à descendre du véhicule. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Les États-Unis marchent en premier sur la Lune et battent symboliquement l'URSS à la course spatiale. À peine 3 semaines après cet accomplissement historique, Wernher von Braun présente un plan détaillé au président Nixon. La prochaine étape de l'exploration, c'est Mars. Avec les moyens suffisants, il affirme pouvoir y envoyer des humains dès les années 80. Sauf qu'en fait, la conquête spatiale, ça n'intéresse plus grand monde. Marcher sur la Lune, c'est fait. Maintenant, l'intérêt du public est complètement retombé. La fin des missions vers la Lune, effectivement, due à la complexité, au coût exorbitant par rapport au retour d'investissement. En 1972, la 6e expédition lunaire sera prématurément la dernière. La page de l'exploration spatiale se referme, et pour Mars, il faudra attendre. Du moins, pour l'instant. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que si vous aimez notre contenu, vous pouvez vous abonner. Nous, ça nous aide énormément et ça nous permet d'en produire encore plus. Alors cliquez juste ici, et sur ce, retour à la vidéo. Les années passent, et la NASA se concentre plutôt sur des objectifs à taille humaine. Elle planche notamment sur le Space Shuttle, un modèle de navette réutilisable et multifonction. L'idée, c'était d'avoir des vols très très fréquents, tous les mois, pour pouvoir mettre à poste des tas de satellites, pour pouvoir faire de la science en orbite autour de la Terre. Mais le 1er février 2003, un événement va tout changer. La navette et ses 7 membres d'équipage se désintègrent en plein vol. Ça montre la fragilité du système américain, de cette complexité des systèmes de lancement habité, et la navette est très coûteuse. Coup dur pour la NASA, et le Congrès américain veut des réponses. Alors le président de l'époque, George W. Bush, décide d'en finir avec le Space Shuttle. Il lance un nouveau programme qui consiste à faire appel à des entreprises américaines pour emmener des choses en orbite terrestre. Au lieu d'acheter un véhicule,
on achète juste le ticket. Et bien sûr, les entreprises, elles seront en concurrence pour vous faire le meilleur prix, donc vous lancez un appel d'offres, etc. Des milliardaires comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Richard Branson flairent le bon filon et entrent en compétition. Leurs investissements entraînent une nouvelle période de bond technologique. Et en 15 ans, le secteur de l'espace passe de 161 à 446 milliards de dollars. Une nouvelle course spatiale s'est enclenchée, mais cette fois-ci, elle est commerciale. Et l'un de ses objectifs, c'est Mars. That's what we want. Yeah. Ok, je vous parle beaucoup de Mars alors qu'à la base je vous parlais de vivre sur la Lune. Vous inquiétez pas, on y vient. Pour aller sur Mars, on se confronte à la même contrainte que tout à l'heure. Sauf que cette fois, il faut s'arracher à la gravité de 2 planètes différentes. Ça implique de transporter beaucoup plus de carburant et donc d'alourdir la fusée. C'est là que la Lune intervient. La gravité lunaire est beaucoup plus faible que celle de Mars ou de la Terre. Techniquement donc, on peut décoller de la Lune en pesant beaucoup plus lourd que sur Terre. Mais la Lune possède un autre avantage crucial. Les différentes missions d'exploration lunaire au cours des années ont montré qu'il y avait des réserves d'eau très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour poursuivre l'exploration lointaine. L'eau contient de l'hydrogène, qui peut servir directement de carburant pour fusée. Plus besoin donc d'en ramener depuis la Terre, ce qui fait de la Lune le parfait avant-poste vers le cosmos. L'idée, c'est de prépositionner une forme de logistique pour aller sur Mars. Tout est aligné pour que l'on revienne sur la Lune, puisqu'elle fait partie prenante d'une exploration spatiale à la mode. Tout ce qu'il manque, c'est une impulsion politique. Et justement... And yes, together, we will make America great again. Le 20 janvier 2017, Donald Trump entre à la Maison-Blanche. Le nouveau président fait de la suprématie américaine sa valeur de cœur. Et la NASA a eu son heure de gloire, donc il compte bien la rétablir. It marks an important step in returning American astronauts to the moon. We will establish a foundation for an eventual mission to Mars. Il baptise ce nouveau programme Artemis. La priorité absolue, c'est d'envoyer des gens sur la Lune, dans une base au sol et dans une station spatiale dans son orbite. Reste que ça coûte beaucoup trop cher. Alors il a un atout. Il peut compter sur les prix cassés du secteur privé. Par exemple, Elon Musk et sa société SpaceX s'occuperont de confectionner le module d'alunissage. En fait, Trump tombe au bon moment. Des entreprises en tout genre s'intéressent à l'espace pour le transport, l'exploitation ou même pour s'y installer. Et elles ne demandent qu'à vendre leurs services. La NASA s'est retrouvé un programme, on va dire, et ça lui a permis aussi de recréer des nouveaux liens avec ce qu'on appelle la New Space Industry. Un dernier point scelle l'ambition américaine. Depuis quelque temps, la Chine, elle aussi, ambitionne de conquérir la Lune. Les États-Unis ont toujours eu un besoin, je dirais, d'un concurrent pour se stimuler et pour avancer. Donc la Chine apparaît à ce titre-là finalement l'ennemi idéal. Les deux pays s'imposent comme deux meneurs et invitent la communauté internationale à les rejoindre. Par exemple, l'Agence spatiale européenne va collaborer avec la NASA pour Artemis. Et les États-Unis ont eux-mêmes écrit 16 accords pour garantir la collaboration et la défense commune dans l'espace. Ils ont été signés par 20 pays, comme la France, les Émirats Arabes Unis ou encore le Luxembourg. On a d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle on vous explique pourquoi un petit pays comme le Luxembourg s'intéresse à l'espace. N'hésitez pas à aller la regarder, vous comprendrez pourquoi le secteur spatial a atteint un point de non-retour. Tout est prêt pour que le monde replonge dans l'exploration de l'espace. D'un côté, des milliardaires s'affrontent pour être à la tête d'une industrie en pleine expansion, et de l'autre, un président veut rétablir la gloire passée de la NASA, en s'appuyant sur cette industrie. Son successeur, Joe Biden, ne semble d'ailleurs pas opposé au programme. Parallèlement à tout ça, le monde entier semble percevoir l'intérêt de la Lune et ne veut pas rater le coche. On est passé d'une vision où l'espace était utilisé en direction de la Terre, vers une exploitation de l'espace pour l'espace. Pour l'instant, c'est premier arrivé, premier servi. On ne sait pas vraiment qui peut s'approprier les ressources lunaires, ni comment. Alors en attendant un cadre global, chacun choisit ses propres règles. Très clairement aux États-Unis, il y a une volonté de mainmise et de contrôler l'espace, à la fois, je dirais, physiquement par l'occupation qu'ils peuvent avoir de l'espace, mais aussi
sur le plan international, avec ce mouvement de fond pour faire valider leur interprétation du droit de l'espace. Tout reste à définir, mais une chose est sûre, c'est que l'être humain vivra sur la Lune et peut-être même sur Mars. Thank you.